Gros dossier dans la presse ce matin sur le cellulaire au travail. On s'en rappelle, on a tapé sur les doigts, c'était tendance de faire ça de nos jeunes. Au printemps dernier, il y avait une loi dans l'air sur l'interdiction du téléphone cellulaire dans les écoles. Et là, on disait, ils ne sont pas responsables, les jeunes, les jeunes, les jeunes. La loi est passée, puis là, les jeunes, ben, ils n'utilisent plus le téléphone. Mais nous autres, les adultes, est-ce qu'on donne l'exemple? Dans le dossier de la presse, on voit, on parle de sauveteurs à la piscine, de chauffeurs d'autobus, on parle d'employés dans les CHSLD. On en parle avec Sylvain Sénécal, qui est co-directeur du Tech 3 Lab du HEC. Bonsoir, M. Sénécal. Bonsoir. C'est un dossier que vous connaissez bien. Vous étudiez l'utilisation du téléphone chez les adultes comme ça. C'est moi où je trouve qu'on fait dur un peu. Là, on parle même d'un répartiteur au 911 qui utilise le téléphone cellulaire au travail. Ben oui, on s'est créé des habitudes avec le téléphone dans nos vies personnelles, puis ça déborde dans nos vies professionnelles. Puis ces habitudes-là sont peut-être pas très bonnes dans des milieux de travail, tout dépendant évidemment du travail qu'on fait. Mais vous mesurez ce phénomène-là, vous vous y intéressez aussi. Est-ce que vous êtes capable... Tu sais, moi, si je dis que c'est grave, est-ce que j'ai raison de dire ça? Ben ça peut être très risqué, effectivement. Ça dépend de l'emploi qu'on occupe, mais ça, on a un emploi où est-ce qu'on prend des décisions risquées, soit pour soi ou pour autrui, ben Oui. effectivement que oui, d'avoir son téléphone d'un côté puis son travail de l'autre, c'est difficile de faire les deux à la fois. Vous, donc, vous étudiez ça, M. Sénécal. Qu'est-ce que la science dit sur cette difficulté-là qui, pour la plupart des gens, disons, c'est assez banal, mais à quel point c'est difficile de faire du multitâche? Ben en fait, les humains, on pense qu'on est très bon à faire du C'est ça, multitâche, hein? mais le cerveau fait pas de multitâche. C'est-à-dire que le cerveau fait pas deux choses à la fois. Il passe d'une tâche à l'autre, fait des allers-retours entre les tâches. On a l'impression qu'on fait du multitâche, mais finalement, ces allers-retours-là, ils nous coûtent en performance. Si on faisait les tâches une après l'autre, on ferait mieux les tâches, mais étant donné qu'on veut les faire en même temps, ben on est un petit peu moins performant dans chacune des tâches quand on fait du multitâche. Il y a aussi la question de temps de récupération, c'est-à-dire si vous êtes en train de regarder votre téléphone cellulaire et d'envoyer un texto, là, vous êtes concentré à faire ça, là, on vous dit Hey, lâche ton téléphone. C'est pas vrai que du moment que vous lâchez votre téléphone, vous êtes complètement revenu à votre esprit, là. Ah non, c'est sûr qu'il y a un coût là, de changer d'une tâche à l'autre. Puis quand on regarde ça en laboratoire, par exemple, on met des gens sur un tapis roulant, on les fait marcher, puis là, il y a une petite sonnette, puis la petite sonnette, c'est le signal qu'ils doivent regarder devant eux parce qu'il y a un obstacle. Eh bien, ça prend une fraction de seconde, et cette fraction de seconde-là, c'est intéressant parce que la personne lève les yeux, regarde l'obstacle qui s'en vient, ça peut être une voiture, etc. Mais son cerveau est encore en train de penser à la tâche qu'elle faisait sur le téléphone pendant une fraction de seconde. Et c'est là que c'est super dangereux. Parce que, par exemple, si vous êtes au coin de la rue, vous regardez un automobiliste qui fait un contact visuel avec vous, lui, il est certain que vous pensez à lui, mais Ben non, oui. vous pensez encore à votre texto là, qui vient de s'achever. Rappelez-nous qu'est-ce qu'on cherche autant dans les téléphones cellulaires, pourquoi on trouve ça plus passionnant qu'une conversation ou que de regarder un paysage. Il y a quelque chose qui se libère dans notre cerveau là, avec ces foutus écrans-là. Ah, c'est sûr qu'il y a une gratification instantanée, hein. Il y a des hormones qui se dégagent quand on joue un jeu, par exemple, on accumule des points ou pour le dire en anglais, on scroll, là, on défile là, dans les médias sociaux, puis qu'on a une vidéo qui démarre, ça nous fait plaisir, tout ça. C'est très addictif, ces choses-là. Puis c'est difficile de se détacher de ça pour aller porter notre attention sur notre environnement physique, là, qui est peut-être moins attrayant là, tout d'un coup. Addictif, ça c'est un mot que moi j'utilise beaucoup. Je ne suis pas chercheur, mais vous allez jusque-là? Ben, c'est sûr que, par exemple, si je vous demandais combien de fois vous avez utilisé votre téléphone aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de me le dire probablement parce que ça devient une extension de nous, de notre bras. Donc, oui, on a une certaine dépendance à ce qu'on trouve dans nos téléphones. Pour certains travails, c'est une bonne chose, hein, parce qu'on a besoin du téléphone comme outil de travail, mais pour d'autres types de travail, c'est peut-être assez néfaste parce qu'on n'a pas besoin du téléphone pour faire la tâche. Puis là, ben, ça nous enlève de la concentration sur la tâche principale qui est notre travail.
Ouais, moi, j'ai pas compté le nombre de fois que j'ai regardé mon téléphone aujourd'hui, je vous rassure, mais il y a une étude de l'Institut de la statistique du Québec qui date de 2020, puis j'ai l'impression que depuis 5 ans, ça s'est juste empiré, qui a déterminé que 47 des Québécois de plus de 15 ans consultaient leur téléphone intelligent toutes les 30 minutes. Ça veut dire que ça fait partie intégrante de notre vie. Est-ce qu'il y a des solutions quand même pour revenir à un monde où on se regarde droit dans les yeux? Ben, c'est sûr que dans la vie personnelle, c'est plus des bonnes habitudes qu'il faut former. Puis vous parliez tout à l'heure des enfants puis des élèves à l'école. Avec certains règlements, on peut espérer créer des habitudes qui sont saines, qui vont garder longtemps. Euh, Par contre, dans la vie professionnelle, ben peut-être qu'on ne peut pas juste se fier aux habitudes. Puis là, il faut mettre en place potentiellement des règles. Dire ben, le téléphone personnel, c'est seulement durant les pauses qu'on peut l'utiliser. Puis en dehors de ça, non, il n'y a pas de téléphone personnel parce que on a cette habitude-là qui est ancrée en nous de si on l'approche, ben on sent que ça fait partie de nous puis on veut le consulter. Mais c'est peut-être pas nécessaire tout le temps. En même temps, M. Sénécal, les gens qui décident de ces règles-là, eux autres mêmes, 47 des gens regardent leur téléphone à chaque 30 minutes. Ça veut dire qu'il y a bien des gens qui sont des décideurs qui ont eux autres mêmes ce problème-là. C'est là que je fais plus du tout confiance aux adultes et que j'y mets encore plus confiance aux enfants qui, eux, acceptent au moins l'autorité. Des adultes qui sont addicts, qui détermineraient que maintenant, on n'utilise plus le téléphone. J'ai l'impression que ça n'arrivera pas, là. Ben, je pense que ça dépend des milieux de travail. Il y a déjà des entreprises qui ont des normes comme ça en place, puis évidemment, il faut faire respecter les règles après, là, mais par exemple, des entreprises manufacturières où est-ce qu'il y a certains endroits que quand vous déambulez dans l'entrepôt ou dans l'usine, ben, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone pendant ce bout de chemin-là parce que c'est un environnement qui est plus à risque, par exemple. Donc, il y a des bénéfices évidemment à ne pas le Ouais. faire là, parce que vous êtes à risque, puis il y a peut-être des collègues qui sont à risque aussi ou des clients, etc. Donc, il faut mettre en place des règles dans des environnements à risque, là, c'est certain. Parce Mais qu'on ne peut pas juste se fier à nos bonnes intentions. je lisais dans le dossier de la presse, c'est un dossier en 3 textes. Il y a la question des écoles. On a remarqué que les jeunes se sont pliés au règlement, puis que ça marche. Eh bien oui, malgré le chantage de certaines personnes, ça a fonctionné. Dans le réseau de la santé, c'est un fléau. C'est l'expression utilisée dans le titre de la presse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, des patients qui disent que dans des CHSLD, il y a des employés ils ont été captés par les caméras, là. Ils arrivent dans la chambre du patient et là, le patient leur pose une question, leur demande quelque chose et l'employé est comme obnubilé par son téléphone. Vous qui avez entrepris des études là-dessus, pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui se passe dans le cerveau des gens? Est-ce que ça rend insensible même aux signaux extérieurs? Ben, c'est sûr que quand notre attention comme vous dites, omnibulée par un appareil, dans ce cas-là, on est moins sensible à ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Donc, oui, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire ne pas entendre ce qui se passe, ne pas voir ce qui se passe, pas porter assez attention à notre environnement immédiat, tout dépendant du côté immersif là, de ce qu'on est en train de faire sur notre appareil. Par exemple, jouer à un jeu, avoir une discussion à plusieurs, c'est beaucoup plus immersif que lire un texte. Donc, si je lis un texte, c'est facile de sortir et de rentrer dans le texte. Mais si c'est, par exemple, un jeu, même si c'est un jeu anodin, là, il y a des points, je vais perdre des points, je vais perdre du temps, etc., ben là, on est encore plus immersé Hmm. dans ce qu'on est en train de faire sur le téléphone. Donc, on a plus de difficulté à mettre de l'attention sur le reste de ce qui se passe alentour de nous. Oui, puis moi, j'ai l'impression qu'on est amorphe. Quand on se réveille le matin puis qu'on n'a pas encore bu notre premier café, on a les 2 yeux dans la graisse de bine, ben, c'est un petit peu comme si ça provoquait ce sentiment-là sur l'ensemble de la journée. En fait, on est toujours un petit peu dans notre téléphone et là, hop, on lève les yeux et là, soudainement, il faut revenir dans le vrai monde, mais ça nous Mhm. prend un moment. Avant qu'on se laisse, Monsieur Sénécal, dites-nous en plus sur les activités que vous faites dans votre laboratoire. Vous faites courir du monde sur des tapis roulants avec leur téléphone, vous les faites marcher exactement, c'est ça? Oui, ben, quand on fait ça sur les tapis roulants, les gens marchent, là, ne courent pas. Mais dans le fond, le laboratoire, c'est un laboratoire de recherche en expérience utilisateur. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment l'humain interagit avec la technologie dans toutes sortes de contextes. Donc, ça peut être un consommateur, un citoyen, un employé qui utilise différents systèmes pour faire des tâches. Puis, ce qu'on veut comprendre, dans le fond, c'est justement est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus dangereux, des éléments qui sont plus difficiles pour essayer d'améliorer ces interfaces-là, ces logiciels-là, ces applications-là, pour qu'ils soient bien utilisés à bon escient par les utilisateurs. Sylvain Sénécal, vous êtes co-directeur de Tech 3 Lab du HEC. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir.
Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous. Après la pause, on parle à Sophie Mongeon qui est en studio. C'est jeudi. Elle a plein de petits dossiers chauds à nous présenter. On parle également avec Max Truman parce que le Canadien visite les Devils du New Jersey. Les Devils, c'est pas les Flyers. C'est une grosse équipe. Et c'est qui devant le filet? La réponse après la pause. Merci d'écouter le 99.5 Montréal.